Les Liens troublés est un balado d'aide aux proches offert en collaboration avec ANEB et grâce au soutien financier du ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du plan d'action gouvernemental pour les proches aidants. ANEB est un organisme provincial à but non lucratif qui a pour mission première de garantir une aide spécialisée, immédiate et gratuite aux personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire ainsi que leurs proches, et ce, depuis plus de 35 ans. Bonjour, je m'appelle Sophie Azito et je suis l'animatrice du balado Les Liens troublés. En compagnie de Josée Champagne, la directrice générale d'ANEB, tout au long de la série, nous allons à la rencontre de spécialistes des troubles du comportement alimentaire. Nous allons également recueillir des témoignages et partagerons des outils dans le but premier d'aider les proches. C'est en comprenant mieux la maladie et ses enjeux que les proches seront capables de soutenir la personne qui est atteinte d'un trouble alimentaire et réunir les conditions favorables à sa guérison. L'heure des repas représente un énorme stress pour les personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire et pour les proches qui tentent de les aider. Il faut se rappeler que le trouble alimentaire, ça ne concerne pas seulement que l'alimentation ni le fait de se nourrir. Un trouble alimentaire, c'est une stratégie qu'une personne utilise pour faire face à des problèmes plus profonds et trop douloureux ou difficiles pour elle de les confronter directement. La prise de poids et la nourriture sont souvent considérées comme une phobie et ça cause énormément d'anxiété. Pour nous accompagner dans nos échanges aujourd'hui, nous recevons Marie-Jean Cournoyer. Après des études en biochimie, attirée par le domaine du comportement alimentaire, Marie-Jean Cournoyer a complété son baccalauréat en nutrition. Elle est devenue intervenante bénévole à ANEB Québec en 2002 et a travaillé au CHU Sainte-Justine pendant plus de 15 ans en poursuivant des études supérieures portant sur les motivations alimentaires. Depuis 2021, Marie-Jean Cournoyer s'est jointe à l'équipe de l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec à titre de coordonnatrice, affaires professionnelles puis à la formation continue. Tout au long de ces années, elle a poursuivi son implication dans différents rôles et divers projets d'ANEB Québec. Bonjour Marie-Jean, bonjour Josée. Bonjour. Bonjour. Donc, centrale aux troubles alimentaires, l'alimentation. Marie-Jean, peut-être que la question de base au départ, c'est de parler des besoins nutritionnels, mais même la base, pourquoi on mange? Et c'est une excellente question, puis je pense que c'est effectivement la base pour parler de l'alimentation. Souvent, quand on pense à pourquoi on mange ou qu'on pose la question aux gens, les gens vont nous mentionner des choses en lien avec le fonctionnement physiologique, biologique du corps. Donc, avoir suffisamment d'énergie, de vitamines, de minéraux, de la force musculaire, vraiment ce qui a trait à notre corps et aux fonctions corporelles. Mais c'est beaucoup plus important que ça, les dimensions puis les raisons pour lesquelles on mange. Il y a beaucoup d'autres raisons. On pense qu'il y a des dimensions bio, effectivement, mais aussi psycho et sociales. Donc, des raisons psychologiques et sociales pourquoi on mange. Ça va nous permettre de remplir d'autres types de besoins, des besoins affectifs, de sécurité, des besoins de plaisir, parce que c'est bon, parce que c'est plaisant, c'est agréable. La découverte, et ça va nous permettre aussi au niveau social, c'est un moment de convivialité, de partage, de passer du temps avec d'autres personnes. Donc, il y a toutes sortes de motivations. Des fois, quand je pose la question, les gens vont me dire, on mange parce que c'est l'heure. Ben oui, effectivement. Des fois, c'est des choses qu'on a apprises aussi. Ouais. Notre environnement culturel, notre éducation va nous mettre des facteurs puis qui vont être des motivations, effectivement, pour manger puis nous permettre de répondre à certains besoins. J'aime surtout les besoins, des fois, qui vont chevaucher plusieurs dimensions. Donc, par exemple, on mange parce que ça goûte bon, il faut savoir que parce que ça goûte bon, il y a un aspect physiologique à ça, c'est nos papilles gustatives, notre sens du goût, de l'odorat qui va détecter des saveurs, qui va avoir ce plaisir-là. C'est vraiment sensoriel, ça passe par notre corps. Mais il y a aussi une analyse qui se fait dans notre cerveau qui est plus psychologique. Fait que ça, c'est un élément psycho-bio qui est entremêlé ensemble. Donc, selon l'humeur dans laquelle on se trouve, on va goûter les aliments différemment. Fait que ça, c'est important à savoir aussi parce que tous ces différents types de besoins-là, que ce soit physiologique, biologique, psychologiques, sociaux, bien, si on ne mange pas suffisamment, on ne réussira pas à remplir ces différents types de besoins. Puis comme vous l'avez mentionné en introduction, c'est ça qui fait que quand on a un trouble alimentaire, bien, ça va être un symptôme de quelque chose, de toutes sortes de choses sous-jacentes qui vont bien au-delà de juste nourrir notre corps
parce que, justement, il y a d'autres dimensions à l'alimentation. Tu l'as tellement bien dit. Justement, on essaie toujours d'expliquer quand tu es un proche de quelqu'un qui souffre d'un trouble alimentaire, tu es tout le temps en train d'expliquer que ça va tellement au-delà de la nourriture. Mais là, tu viens d'expliquer que justement, la nourriture, à part les fonctions qu'elle a, elle touche tellement de facettes de nos vies. Exactement. Que c'est sûr que la personne qui souffre de ça, ben c'est beaucoup plus que juste le besoin physique. Exactement. Donc, là, on a parlé de besoins nutritionnels. Il y a un aspect qui revient souvent quand on est dans le domaine des troubles alimentaires, on traite quelqu'un qui souffre d'un trouble alimentaire, c'est le poids santé, le poids naturel. C'est quoi la différence? Est-ce que c'est la même chose? Pourquoi qu'on parle de poids santé, poids naturel? La notion du poids, je dirais que c'est quelque chose qui est en lien, mettons, avec les dimensions biologiques, physiologiques de la nutrition. Donc, une des choses qu'on va aller faire en mangeant, mais c'est qu'on va maintenir notre poids. Si on met ça bien simplement. Là. Puis on a tous un poids qui... Bon, mais c'est ça. Là, maintenant, c'est un sujet à la mode, je dirais aussi, dans notre société. Puis actuellement, il y a quand même de la recherche par rapport à la grossophobie puis des choses comme ça. On voit on est en train d'avoir des fois des changements dans notre conception du poids. Donc, le poids, c'est quelque chose qui est déterminé par plusieurs facteurs. C'est très multifactoriel. Simplistiquement, des fois, on va dire, c'est qu'est-ce qu'on mange, la quantité d'énergie, donc les calories qu'on mange, puis moins la quantité d'énergie qu'on dépense, les calories qu'on dépense, c'est ça, mais c'est pas comme ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Qu'est-ce qui détermine notre poids? Donc, il y a des facteurs, encore là, biologiques, physiologiques, génétiques. Il y a une grande part de facteurs génétiques. Puis oui, il y a des comportements de santé qui vont avoir un impact sur notre poids, dont l'alimentation. Des fois, on pense que c'est juste l'alimentation ou majoritairement l'alimentation, mais ce n'est pas du tout le cas. Là. Il y a d'autres comportements de santé. L'activité physique, ça va de soi. Il y a aussi le sommeil. Des fois, c'est quelque chose qu'on néglige, mais puis tout ça est interrelié ensemble. Notre façon de gérer le stress, si on prend des médicaments, si on utilise certaines substances. Fait que tout ça, ça va avoir un impact sur notre poids. Donc, quand on parle du poids naturel, la théorie du poids naturel, qu'est-ce que ça dit? C'est que chaque personne a un poids qui s'installe naturellement, puis que quand on ne fait pas de contrôle, quand on n'essaie pas de artificiellement modifier notre poids, puis qu'on a des bonnes habitudes saines de vie, d'activité physique, de sommeil, alimentaire, à ce moment-là, notre poids va se stabiliser tout seul. On appelle l'équilibre, comme de l'homéostasie. Puis notre poids, à ce moment-là, notre corps, c'est le poids auquel il fonctionne le plus optimalement. C'est naturel, sans contrôle externe. Exactement. Ça va toujours revenir à ça. Fait que même si une semaine, on fait plus d'abus, naturellement, probablement que la semaine d'après, on va peut-être avoir moins faim. Tu sais, des fois, je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Non, des fois, comme on mange plus un soir, on dirait que le lendemain, j'ai moins faim. Exactement. Mais c'est ça. Puis j'aime pas justement parler d'abus parce que pour moi, il n'y a pas d'abus. Tantôt, quand je vous parlais des types de besoins, je vais vous ramener à ça. Par exemple, si on vit une période de stress, bien, ça se peut que la période de stress, ça va avoir un impact, par exemple, sur mon fonctionnement hormonal, sur qu'est-ce qui se passe dans mon corps, sur mon cerveau. Puis, selon ces choses-là, bien, ça va avoir un impact sur l'appétit que j'ai pour certains aliments. Fait que là, des fois, les gens, ils peuvent avoir l'impression, mais c'est abusif. Mais non, parce que c'est que mon corps, lui, est en train de trouver une façon de répondre à ses besoins. Puis là, de s'ajuster avec ça. Fait qu'il n'y a pas nécessairement... Il n'y a pas vraiment d'abus. J'aime c'est juste ça comme de recadrer, comme ça on enlève toute justement la composante. Le corps est bien fait, il va toujours retrouver son équilibre. Des fois, il va être dans une forme d'équilibre qui va on va manger plus d'aliments sucrés, plus, puis là, après ça, bien, ça va se rééquilibrer. Et c'est là qu'on parle de poids naturel, parce qu'on revient tout le temps à peu près à la même chose. Exactement. Puis là, après... Alors, exactement. C'est vrai, on le voit, là, que si on laisse aller, là, on est fait pour être à un certain poids. Exactement. Ça fait que supposons, par exemple, que pour une raison inconnue, j'ai besoin de... Aujourd'hui, pour me rendre au studio, j'ai dû marcher, puis c'est pas dans mes habitudes, j'ai marché plus que d'habitude. Bien, probablement que ce soir, il va y avoir un petit ajustement qui va se faire, je vais avoir un petit peu plus d'appétit pour combler ce besoin-là. Si je suis en train de combattre un petit virus, là, puis je ne sais pas nécessairement, mais mon système immunitaire, ça se peut que ça demande plus d'énergie pour me permettre de s'ajouter à ça. Si j'ai dormi plus longtemps au week-end, peut-être là, je vais avoir moins d'appétit. Fait que ça c'est en équilibre constant. On n'a pas conscience nécessairement de ça. Puis quand cet équilibre-là, il est bien établi, qu'on n'en a pas conscience, bien justement, on va avoir un poids, comme on disait, qui va être stable et maintenu sans effort. Puis c'est le poids auquel notre
corps est à son optimum de santé, comme je disais tantôt. Oui, parce qu'on laisse fonctionner, on le laisse faire. Donc, ça, est-ce que c'est le poids qu'on appelle naturel? Est-ce que c'est la même chose que le poids santé? Bon. La notion du poids santé, ça vient d'un long historique avec les compagnies d'assurance où est-ce qu'on déterminait des facteurs de risque pour la santé. Oui. Donc, les compagnies d'assurance s'étaient aperçues que selon le poids qu'on avait, bien, ça avait plus ou moins de risques pour notre santé. Fait que la notion de poids santé, c'est plus des choses qu'on va appeler des mesures épidémiologiques. Donc, pour des populations, pour des groupes de populations. C'est pas une mesure individuelle. Ça me fait penser à l'IMC. Exactement. Oui, qui est une mesure qui est très... en fait, contestée. Quand on va mesurer le poids idéal, le poids santé, ça va être avec justement des mesures d'IMC. L'IMC, c'est un rapport entre notre poids puis notre taille. Mais, il manque des facteurs là-dedans. Ben oui, puis qu'est-ce qui arrive, c'est que dans une distribution normale de la population, un peu de la même façon qu'il y a des gens de petite taille, il y a beaucoup de gens de moyenne taille, puis il y a quelques gens de grande taille, bien, il va y avoir des gens naturellement aussi qui vont être plus minces. Il y a des gens qui vont être... La moyenne des gens va être ni mince ni en surpoids. Puis il va y avoir des gens qui vont être en surpoids ou même très obèses, mais que c'est leur poids naturel, puis c'est naturel pour eux d'être... Oui. Fait que, individuellement, c'est pas la même chose que la mesure épidémiologique. C'est ça qui est le problème des fois avec le poids santé. Fait que si moi, mon poids naturel, individuel, il est haut par rapport à la population, mais on pourrait faussement croire que je suis en mauvaise santé, alors que si moi, j'essaie de rattraper la moyenne de la population en diminuant mon poids, mais pour moi, ça, c'est pas bon pour ma santé parce que c'est pas mon poids naturel. C'est des préconceptions qu'on a de la difficulté à se défaire parce qu'on le voit même... Maintenant, ils sont capables de prouver. Il y a des gens qui sont très athlétiques, puis ils n'ont pas une forme. Ils peuvent être en léger surpoids. Puis on se dit, c'est impossible, ou tu es en surpoids, tu peux pas être en santé, tu peux pas être athlétique. Puis pourtant, quand ils font toutes les mesures de test, ils le sont. Tout à fait. C'est toutes des conceptions. On avait une conception de ça ressemble à quoi? Quelqu'un qui fait du sport, un corps d'athlète. C'est difficile de se défaire de ça. Puis la société, c'est pas les images qu'elle nous envoie non plus. Tout à fait. On est une société qui, justement, on a des problématiques un petit peu avec les notions du poids. On fait facilement l'équation entre minceur, santé, qui est une fausse croyance. C'est pas vrai. Comme vous l'avez mentionné, il y a des gens qui sont pas minces, qui sont en bonne santé. Au contraire, des gens qui sont minces, qui sont pas en bonne santé. Fait que c'est vraiment important de défaire cette idée-là, là, surtout dans le cadre des troubles alimentaires. Oui, je trouve que la discussion pour le poids, c'est vraiment important. Puis même, je me permets une anecdote rapide, mais moi, dans une ancienne vie, j'ai travaillé chez les assureurs, puis je me souviens qu'ils utilisaient l'IMC pour pouvoir savoir s'il y avait des personnes qui étaient assurables. Puis il y avait un culturiste, mais selon son IMC, il était comme une personne qui était très obèse. Puis il a fallu qu'on montre une photo du culturiste aux souscripteurs pour dire, regarde, c'est pas une personne qui est très obèse parce que pour eux, c'est un culturiste. Oui. Mais il ne se fiait que à l'IMC. Alors, comment ça peut, ça donne vraiment pas leur... Oui, exactement. Une fausse représentation. Tu n'as pas toutes les données quand c'est ça qui arrive. Puis pourquoi c'est comme ça? Bien, il y a toutes sortes de raisons. Bien, des fois, il y a des raisons médiatiques. On le sait, dans les médias, il va y avoir une certaine représentation esthétique de qu'est-ce qu'on juge. On juge mais qui n'est pas nécessairement la représentation. Des fois, j'ai dit ça, c'est comme si ce que je vois dans les médias en termes de corpulence, là, ça serait comme s'il y avait seulement des personnes de petite taille à l'écran. On trouverait ça bizarre, mais de voir ce qu'on voit, juste du monde qui sont vraiment très minces. On ne leur questionne pas. On leur questionne pas, exactement. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'il y a une industrie derrière tout ça. Donc, il y a des gens, là, l'industrie des produits moyens de santé amaigrissants, c'est des milliards, énorme, des milliards de dollars. Donc, il y a des gens qui ont des intérêts financiers importants à nous encourager dans ces idées-là. À rester comme ça. Puis à rester comme ça, puis essayer toujours de se battre contre notre poids naturel. Donc, c'est difficile des fois sortir de cette... Donc, acceptons notre poids naturel, et on va juste être plus heureux. C'est déjà une première étape importante du point de vue de la nutrition, en tout cas, dans ce qui concerne les troubles alimentaires. De laisser la super machine du corps travailler et faire ce qu'elle fait très bien par elle-même. Dans le cadre, vu qu'on parle de troubles alimentaires, il y a toute une
pas une conception, mais il y a une notion de restriction, compulsion qui existe Oui, tout à fait. au niveau des troubles alimentaires. Peux-tu nous en parler? Oui, bien, en fait, il y a des modèles qui montrent que les troubles alimentaires, bien, tantôt je parlais, il y a un aspect de ce déséquilibre-là. Donc, par exemple, du point de vue de la nutrition, entre les différents types de besoins, normalement, c'est supposé avoir un équilibre, comme je parlais, puis tu sais, avec notre poids naturel, puis une homéostasie. Mais chez les gens qui ont des troubles alimentaires, il y a des éléments qui vont devenir comme plus importants, moins importants. Fait qu'il va y avoir un déséquilibre. En ce qui concerne le cycle de la restriction de la compulsion, mais comment on peut présenter ça? C'est qu'on sait que quand on se sous-alimente, donc, puis là, je parle quantitativement, mais aussi qualitativement. Fait que pour moi, c'est vrai qu'il y a deux aspects. Hein? C'est vrai que c'est pas juste en quantité. Ouais. Voilà pourquoi je trouvais important au début de spécifier là, tous les types de besoins nutritionnels auxquels on répond. Donc, dans certains cas, quantitativement, en termes de calories, d'énergie, de vitamines, de minéraux, on va être capable de répondre adéquatement aux besoins physiologiques, biologiques de notre corps, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'on répond à tous les autres types de besoins biopsychosociaux. Mm-hmm. OK? Donc, psychosociaux. Donc, dans certains cas, on va quand même se retrouver en restriction, même si quantitativement, c'est correct. C'est pour ça que c'est important de penser aussi à la qualité nutritionnelle ou à la qualité de nos apports nutritionnels. Donc, ce qu'on sait, parce qu'il y a des études qui ont démontré ça aussi, c'est que quand on est en restriction alimentaire, ça a des impacts. Ça a des impacts physiques. Okay? Puis on s'en doute. Physiquement, on pense à ça tout de suite. On va perdre du poids, la qualité de nos cheveux va se défaire, notre peau va se défaire, on va avoir des problèmes digestifs, moins de force musculaire, on va être plus fatigué, on peut avoir froid. Il y a toutes sortes de symptômes physiques qu'on peut bien comprendre. Même le cerveau va finir par moins bien fonctionner. Notre cerveau, c'est un organe physique, mais on le sait, notre cerveau aussi, il y a des propriétés, des fonctions psychologiques. Hein? Fait qu'effectivement, quand notre cerveau manque d'énergie, on va être moins concentré, on va avoir des difficultés à résoudre des problèmes, on peut devenir irritable, ça peut changer notre personnalité, on peut devenir anxieux. Hein? L'anxiété, c'est un des effets de la restriction alimentaire ou en tout cas d'une alimentation déficiente, d'une nutrition déficiente, donc de devenir anxieux, de devenir préoccupé par notre poids. C'est un effet de la restriction alimentaire. Des troubles obsessifs-compulsifs, donc des comportements obsessifs-compulsifs, de se sentir un peu observé ou de... Donc, c'est des effets aussi c'est quand même qui grand. existent. Il y a des effets sociaux aussi. On va avoir tendance à s'isoler. On ne veut pas être observé pendant nos repas. On n'aime pas que les gens nous regardent. Puis ça, c'est des choses qui sont observées. Pas chez les gens qui ont des troubles alimentaires. Même une personne en bonne santé qui va bien, si je la sous-alimente, si on la dénutrit en quantité ou en qualité, on va commencer à observer ces effets-là. Donc, des effets, il y en a à tous les niveaux, bio, psycho et sociaux. Alors, ça, c'est important aussi là, à prendre en considération, pas juste au niveau physique. Fait que ça a tous ces impacts-là là, de ne pas être en bonne alimentation. Fait que quand on est... Puis là, on se retrouve en restriction. Et évidemment, comme on l'a expliqué tantôt, notre corps, lui, veut garder son équilibre. On a parlé au niveau du poids, mais c'est vrai pour tous les aspects. Donc, quand mon corps, il voit que j'ai plus assez d'alimentation, quantitativement et ou qualitativement, bien, il va trouver des stratégies pour se rééquilibrer. Il veut toujours se chercher à être à son optimal de fonctionnement puis de se rééquilibrer. Donc, il va avoir un impact. Puis, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va demander à manger davantage parce que lui, il veut combler des besoins qui manquent. D'où cette espèce de cycle-là qu'on va voir de restriction et de compulsion. Fait que c'est très caractéristique chez les gens qui ont des troubles alimentaires. Bien, on va être capable d'observer que les comportements restrictifs, soit alimentairement, ils vont amener à des compulsions des comportements compulsifs. Pas nécessairement nutritionnels. On a vu tantôt, tout est entrechevauché. Vous l'avez mentionné, l'alimentation, c'est un aspect, mais il y a comme plein d'autres aspects aussi sous-jacents. Les compulsions, ça peut être comme ton trouble obsessif-compulsif. Exact. C'est là que tu vas voir des compulsions qui vont s'installer qui ne sont pas nécessairement en lien avec la nourriture. Fait que, par exemple, chez une personne anorexique, donc qui se prive de nourriture, bien oui, il va y avoir de la restriction. Puis des fois, les gens vont dire « Oh non, mais j'ai aucune compulsion alimentaire. » Non.
mais il y a peut-être d'autres types de compulsions. Ça peut être des comportements d'achat impulsifs, des comportements d'autres sortes des dépenses, des comportements sexuels inappropriés. Ça peut se manifester à toutes sortes de niveaux. Donc, c'est pas nécessairement nutritionnel. À l'inverse, il y a des gens qui nous disent, moi, j'ai aucune restriction, je mange trop, c'est ça, c'est mon problème. Moi, c'est des compulsions alimentaires, j'ai un problème, j'ai de l'hyperphagie, puis Marjan, tu sais, en nutrition, aide-moi, il faut que j'arrête de manger. Mais moi, mon travail de nutritionniste, c'est d'aller identifier comment ça se fait que ce grand besoin, cette faim-là, cet appétit-là, habituellement, il y a de la restriction associée à ça. Puis encore là, c'est pas nécessairement de la restriction alimentaire. Fait que des fois, les gens, ils sont en restriction. D'une part, ils peuvent avoir de la restriction alimentaire, mais pas quantitative. Fait qu'en termes d'énergie, protéines, vitamines, minéraux, c'est pas un problème, mais ils ont de la restriction dans leur façon de penser par rapport à leur alimentation. Fait qu'ils se permettent pas de manger les aliments dont ils ont envie, qui leur font plaisir. Fait qu'il y a certains besoins nutritionnels qu'on a mentionnés tantôt qui sont pas répondus adéquatement. Ou bien, des fois, c'est d'autres types de besoins qui ne sont pas répondus. Par exemple, quelqu'un qui vit beaucoup de solitude, affectivement, bien là, ça va se manifester pour cette personne-là dans son comportement alimentaire. Ça va lui donner plus d'appétit. Puis encore là, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est l'ensemble de son corps, incluant son cerveau, incluant tous ses besoins biopsychosociaux, qui essayent de se rééquilibrer puis de trouver un équilibre. Il y a réellement un travail de psychologue qui est associé à celui de nutritionniste. Tout à fait. C'est ça, c'est... Oui, les gens, ils n'ont pas toujours cette vision globale-là de la nutrition. De la nutrition, puis l'impact que ça peut avoir sur plein de sphères de leur vie. Là. Exactement. Puis c'est ça, nous, tu sais, quand tu œuvres auprès avec des personnes qui sont atteintes d'un trouble alimentaire, bien, on le sait à quel point la nourriture, une fois que tu sais comment ça va impacter toutes les sphères de la vie, c'est là que tu vois l'importance que ça a à tous les niveaux. Puis d'ailleurs, même au niveau culturel, ça lie toutes les grandes célébrations. Moi, je dis tout le temps, de la vie, sont toujours célébrées autour des repas. Oui, tout à fait. Dans le fond, on a une mission, comme dit Annette, c'est toujours que les gens retrouvent le plaisir de manger. Parce que si tu es dans le plaisir, souvent, ben tu seras pas dans la restriction, dans la compulsion. C'est toute la notion de culpabilité qui est rattachée à la nourriture. Exact. Tu ne seras pas là. Mais ce que j'entends vraiment, Marie-Jean, c'est tout ton côté. Tu vas voir derrière il y a une explication psychologique qui est derrière la façon que les gens s'alimentent. Mais il y a une psychologique dans la plupart des cas, oui, je dirais. Mais des fois, il y a une explication aussi physiologique. Là. Vraiment, c'est que les gens ne se permettent pas de manger certaines catégories d'aliments, ce qui fait qu'ils ont une déficience ou un manque de certaines vitamines. J'ai tout le temps faim. Ah oui, mais tu sais, il te manque de la vitamine telle. Fait que, des fois, c'est ça aussi. Ils ne réalisent pas comme... Ils ont l'impression qu'en quantité, c'est suffisant, mais c'est au niveau de la qualité tant nutritionnelle que qualité des autres types de besoins nutritionnels. Donc, là, on sait la nutrition, on vient d'établir justement toutes peut-être l'explication derrière ça. Là, on arrive à l'heure des repas. Oui. Puis l'heure des repas pour des familles avec une personne qui souffre d'un trouble alimentaire et pour la personne aussi qui est atteinte, là, moi, j'appelle ça une zone de guerre. C'est pas facile. C'est un terrain miné. Tu sais jamais quand une bombe va exploser et il y a énormément de tension. C'est quoi tes observations pour les heures de repas? Puis est-ce qu'il y a des stratégies à adopter? Bien, effectivement, là, c'est une période difficile. C'est important de reconnaître que pour la personne qui a un trouble alimentaire, c'est difficile. La période des repas, c'est difficile. Comme confrontée à ses phobies. Oui, exactement. Puis c'est là que ça va se manifester, toutes les barrières, tous les défis. Donc, faut essayer de rendre l'expérience la plus agréable possible, la plus détendue possible. Faut mettre tout ce qui est possible de mettre en place pour pas qu'on sente cette anxiété-là, cette torture-là, cette difficulté-là. C'est comme ça que les proches peuvent aider à rendre les repas plus agréables. Mais c'est une longue rééducation. Il y a beaucoup de choses dans ces processus-là. Puis, tout dépendant où est-ce que la personne se trouve dans son cheminement, ça va être un peu différent qu'est-ce qu'il y a à faire ou pas. Mais je dirais comme... Parmi les points les plus importants qui concernent tous les proches, peu importe où est-ce que... d'être des modèles, tu sais,
De ne pas se restreindre à saine table. Non, exactement. Mais ça, c'est un bon point. Des fois, les personnes proches, ils ne réalisent pas qu'eux autres, même sans avoir un trouble de comportement alimentaire, ils peuvent avoir quand même certaines préoccupations ou des fausses croyances par rapport à l'alimentation ou véhiculer des idées qui sont un peu inappropriées. Fait que il faut faire attention à ça, comme en particulier à l'heure des repas, de ne pas véhiculer ces idées-là ou ces façons d'agir-là, ces comportements-là, puis d'être des modèles plus positifs pour les personnes Donc, proches. ça, c'est un bon conseil, d'être des modèles. Et on a une rencontre justement sur les fausses croyances qu'on peut avoir parfois. Là. Oui, c'est vrai. On a un balado où est-ce qu'on les aborde parce qu'il y en a énormément qui sont liés là, aux troubles de l'alimentation. Puis les personnes... Donc, ça va être bon de tout décortiquer ça. Donc, ça, c'est être un bon modèle. C'est une des façons qu'on peut pendant les repas. Puis de garder l'atmosphère détendue. On essaie de ne pas parler de nutrition. C'est pas le moment de parler d'inviter notre proche à essayer de manger ou de surveiller. Tantôt, je vous ai mentionné qu'un des effets de la restriction alimentaire, c'est de se sentir surveillé, observé, puis les gens, ils veulent s'isoler. Si en plus, on est en train de regarder puis de vérifier, elle n'a pas mangé, la personne va s'en rendre compte tout de suite. Ça va confirmer cette idée-là qu'ils ont, ce sentiment-là. Fait qu'on veut vraiment... Ça devrait... C'est pas le moment de régler nos comptes. S'il y a des choses qui se passent qui sont pas à notre goût, que c'est pas correct, on attend après le repas pour en parler, à un autre moment, en dehors du moment des repas. Parce que le repas, on devrait faire ça le plus... C'est important de prendre le temps aussi pour que ce soit le plus agréable possible. Prendre le temps de s'asseoir. C'est une bonne chose d'avoir ce moment de convivialité, là, de partage. Comme je l'ai dit, ça fait partie des besoins nutritionnels auxquels l'alimentation répond, donc autant que possible. Mais des fois, ça peut être pour faire difficile pour les proches. Fait que c'est important de respecter ça aussi, là. Donc, mais s'arrêter, trouver des sujets de conversation autres, des choses agréables pour enlever la tension qu'il y a sur l'alimentation, pour diminuer l'anxiété, porter l'attention sur autre chose. Ça peut être des moyens aussi d'aider On ne commence pas à supplier la personne de plus manger. C'est pas une stratégie qui va fonctionner, ça, à l'heure des repas. « s'il te plaît, mange encore juste comme 3 bouchées. » Est-ce que ça, on évite ces genres de comportements-là Absolument. aussi, j'imagine? Absolument. Puis autant chez des gens qui sont comme dans une crise, là, si je pourrais dire, de troubles alimentaires, que dans des gens qui vont mieux, qui sont en processus de guérison ou de rémission, parce que ça, c'est important aussi à mentionner. Il y avait Dr. Wilkins à l'hôpital Sainte-Justine qui avait déjà dit, puis ça m'avait marqué, pour une personne qui a un trouble alimentaire, quand elle est à son plus mal au niveau physique, physiologique, elle est très amaigrie ou qu'elle va vraiment pas bien, elle est en contrôle, puis elle utilise est dans le plus fort de son trouble alimentaire. Au niveau physique, tout ça, ça va pas bien. Pour les proches, c'est très inquiétant. Ils n'aiment pas voir leurs proches dans cette situation-là. Mais pour la personne elle-même, elle se sent bien parce qu'elle utilise son trouble alimentaire pour être en contrôle, puis comme elle a l'impression d'être en contrôle de sa vie, de ses émotions, de tout ce qui se passe. Que quand la personne, elle va mieux, puis qu'elle mange mieux, là, ça l'apaise l'inquiétude des proches. Mais la personne est à son plus mal. Mais pour la personne qui vit avec le trouble alimentaire, mais c'est de laisser aller le contrôle, c'est d'être obligé de faire face aux émotions, c'est d'être obligé de faire face à tout ce qu'elle vit à l'intérieur. Fait que c'est très, très souffrant, très, très difficile. Donc, des fois, les proches peuvent être tentés à ce moment-là, dans les repas, il n'y a plus de problème. Non. Fait que ça, c'est important. Ils sont très vulnérables quand ils commencent à s'alimenter. Exactement. Entre autres, où ils sont en train en processus de. Donc, de ne pas, de pas encourager. C'est beau, tu as bien mangé, tu vas prendre du poids. Non. On veut, de la même façon qu'on ne veut pas parler de nutrition, de l'alimentation pendant le moment des repas, autant pour une personne qui est très, très prise dans un trouble alimentaire, mais pas non plus pour quelqu'un qui est en rémission ou que c'est pas le moment pour faire ça. En fait, c'est pas le moment pour personne. Même pour quelqu'un qui n'a pas de trouble alimentaire. En effet. La période des repas, c'est pas le temps de parler de nutrition. On ne fait pas de commande. Tu manges ça, tu manges pas ça. Exactement. Ça devrait être le temps d'être ensemble, de prendre du temps pour partager des bons moments, que ça soit plaisant. C'est ça qu'on veut. On ramène le plaisir au centre de tout ça. Exactement. Gardons la notion de plaisir. Ça se déroule comment, typiquement, un repas avec une personne qui a un trouble alimentaire? Une personne qui souffre d'un trouble alimentaire, comment... C'est ça, je te vois sourire. Mais juste peut-être,
ma question, c'est plus pour les proches qui sont au début, peut-être de la personne leur proche est au début là, de la maladie, puis ils savent pas nécessairement à quoi s'attendre. Peut-être le nommer, là, ça ressemble à quoi? Ce que je vois souvent, comme tu sais, quand les gens ils viennent me consulter, une fois qu'ils viennent me consulter, c'est que au fil du temps, dans les débuts, il y a des choses qui se sont installées des fois où est-ce que je dis que les troubles alimentaires, ça peut être contagieux pour les proches. Hein, il y a des habitudes qu'il y avait avant, puis là, que tout d'un coup, ça l'a changé. La personne qui a le trouble alimentaire a un peu eu un impact. Elle prend des contrôles aussi tranquillement. autour. Là, on va plus manger ci, on va devenir végétarien, on va manger de la viande moins souvent, on va choisir des produits plus allégés. Puis là, Ouais. on voit qu'il y a comme des... Fait que ça, c'est toujours un mauvais signe. Pour quelqu'un qui est vraiment dans les débuts, si vous avez un proche que vous voyez qu'il veut changer, puis comme proche, comme entourage, bien, ce que je vous conseille, c'est de ne pas changer. On veut pas... Non. On n'embarque pas dans ça. Il n'y a pas de raison, à moins qu'il y ait vraiment une raison valable là, de le faire, mais on doit questionner ça puis pas embarquer dans ces changements-là. Des fois, les proches, ils ont l'impression que de faire ça pour pouvoir aider en se disant, bien, au moins, si j'accommode ce changement-là, c'est vrai. Au début, la personne, elle va accepter de manger. Fait qu'on va... Non, c'est dans l'accommodement au début. On veut pas faire ça. C'est un chemin glissant à ne pas prendre. Puis en plus, bien, ça risque de perturber le reste de la famille aussi. Parce que là, je l'ai mentionné tantôt, même quelqu'un qui est en bonne santé, si on le restreint nutritionnellement, alimentairement, il peut développer des symptômes puis des effets de la restriction alimentaire. Là. Il peut développer un trouble alimentaire. Fait que, par exemple, si je pense à des unités familiales, bien, si j'ai un frère ou une sœur qui a un trouble alimentaire, mais à cause que toute la famille se met à changer des choses, ça se peut que je développe un trouble alimentaire chez un frère, chez une sœur. Deux... Ça l'arrive. Oui, faut faire attention. Qui souffraient les deux d'un trouble alimentaire en même temps. Ça peut être... alors, faire attention à ça. Puis, donc, ça, c'est le genre de choses qu'on porte attention. Est-ce qu'il y a d'autres choses là, qu'on peut parler autour de comment ça s'articule autour des repas? Au début, on a mentionné la tension qui existait. Je voulais des exemples, comme typiquement peut-être comment ça se passe, ou peut-être à la place, comment on soutient une personne pendant le repas. Je pense que ça, c'est une meilleure façon de le présenter. On a une personne qui souffre d'un trouble alimentaire, notre proche, puis là, on le sait. Puis on sait que la période des repas, c'est souffrant pour eux parce que c'est comme si tu as peur des araignées, bien, tu n'es pas obligé de toujours être confronté avec des araignées. Ouais. Mais pendant la maladie, la nourriture est sûrement une source de phobie, puis là, il faut que ça soit face à ça. Comment on peut la soutenir pendant cette période-là? Bien, c'est ça. Puis là, je dirais, il y a comme deux versions selon le type de personne avec qui on se retrouve. Il y a des gens que pendant les repas sont très, très déconnectés de leurs signaux. Les gens qui souffrent d'un trouble alimentaire, ils sont robots un peu. Ouais. Bien, en fait, ça fait partie des caractéristiques des gens qui ont un trouble alimentaire, c'est qu'au lieu de se baser sur des indices internes, intrinsèques, qu'on appelle... Ils n'écoutent plus rien. Ils écoutent, mais des choses externes. OK. Donc, par exemple, ils vont se fier sur la valeur nutritive des aliments. Ils vont se fier sur la grosseur des portions qui est recommandée par la nutritionniste que j'ai vue à la télé. Ils vont se fier sur qu'est-ce que ma voisine elle mange dans son assiette pour déterminer qu'est-ce que moi j'ai faim. Donc, c'est des indices externes. Ça, c'est caractéristique des gens qui ont des troubles alimentaires. Donc, comme proche, ben, de ne pas faire ça, aussi de ne pas avoir ces interférences-là. Peut-être, encore, je disais tantôt, d'être un modèle, de montrer comme, ben là, tu sais, je me sens de telle façon, parler de comment... Oui, j'ai le goût de manger ça, puis... Ouais. Pas essayer d'aller juger, interférer, parler, mais... Au jeu. Être au jeu, puis donner l'exemple encore de qu'est-ce qui se passe, ça peut être une bonne façon d'aider. Là, mais l'autre, à l'inverse, aussi dans le spectre des gens qui ont des troubles alimentaires, il y en a qui sont très, très anxieux, comme vous l'avez mentionné, comme là, c'est vraiment un défi. Fait que dans ce cas-là, ben, c'est bien de faire une petite diversion pour changer, comme je disais tantôt, l'attention, pas mettre toute l'attention sur comment on se sent, parce que si la personne, elle va être juste sentir « je me sens anxieuse, ça me fait peur, je suis stressée, c'est pas agréable ». Peut-être, là, on fait une diversion. Là, dans ce cas-là, on va plus utiliser la technique de la diversion, justement, trouver un sujet de conversation intéressant,
trouver quelque chose qui n'a rien à voir avec la nutrition, qui est agréable pour réassocier la notion de plaisir avec l'alimentation. Comme c'est ça qui C'est ça, va mettre devenir au le centre. plus important. Là. Pour un proche, oui, Josée. Moi, j'avais 2 questions. Oui. Des questions qui reviennent souvent de proches chez Anneb. Parfois, on se fait demander est-ce que j'invite mon proche qui a un trouble alimentaire ne veut pas manger? Est-ce que je l'invite quand même à l'heure des repas à partager la table avec nous, même si elle ne souhaite pas Bonne manger? question. Moi, je pense que oui. Parce que c'est ça, comme je disais tantôt, ça remplit différents types de besoins. Fait que des fois, oui, ça ne va pas remplir le besoin quantitatif de vitamines, minéraux, autres, mais le fait d'être là avec le partage, ça va être de la convivialité, ça va permettre d'échanger. Fait que oui, ça va peut-être répondre à une partie des besoins nutritionnels, puis ça va améliorer l'expérience. Puis là, peut-être, ça va aider la personne qui a un trouble alimentaire aussi à voir que, OK, mais c'est pas si terrible. Puis là, peut-être je vais pouvoir essayer une autre fois d'aller plus loin dans ce processus-là. Fait que oui, encore là, même si la personne refuse de manger comme telle, mais au moins de l'inciter puis de l'encourager, pas la forcer, là, mais à être présente puis à partager le moment du repas. C'est une bonne idée. Parfait. Tu avais une autre question? Oui, mon autre question, c'est peut-être moins à l'heure des repas, mais on se fait souvent poser la question avec la boulimie et les crises alimentaires. Donc, les parents, des fois, ou les proches, ils nous demandent, mon être cher, mon proche qui a un trouble alimentaire, me demande de mettre un cadenas pour pas que la personne compulse sur les aliments. Oui. On répond quoi à cette question-là? On répond non. Puis là, avec tout le contexte dont on a parlé. Oui. Parce que la restriction, qu'est-ce que ça fait? Ça a comme effet la compulsion. Donc, les comportements compulsifs, comme le fait de ne pas être capable de contrôler qu'est-ce qu'on mange, de perdre le contrôle quand on mange, c'est vraiment un effet. C'est un symptôme qui est quelque chose qui a de la restriction. Fait que, qu'est-ce que les gens qui ont un trouble alimentaire ont à faire? C'est d'identifier c'est quoi leur restriction, puis de diminuer ces restrictions. Travailler sur la restriction pour éviter la compulsion. Exactement. Donc, en tant que proche, bien, clairement, on ne va pas les encourager avec un comportement restrictif comme je vais mettre un cadenas. Tu sais, un petit peu tantôt, comme je parlais aussi, de se fier sur des indices internes versus des indices externes. Ça, c'est un indice de mettre externe, un cadenas, c'est comme mon proche qui a mis le cadenas. Non. Mais Donc, puis ça, je pense qu'on peut l'expliquer à la personne de cette façon-là. Fait que ça, c'est vrai aussi pour les proches. Des fois, les proches, comme nutritionniste, là, les gens ils viennent me voir puis ils me parlent de la personne qui a un trouble alimentaire. Mais moi, je recommande fortement que les proches aillent consulter pour eux autres mêmes, pour en savoir, apprendre davantage sur la nutrition, puis savoir, eux, comment ils se situent dans... C'est un bon conseil, ça, parce qu'on dit toujours aux proches d'aller chercher l'information, mais peut-être... les valider dans leur façon de s'alimenter, parce que, comme je disais tantôt, des fois, les troubles alimentaires, ça contamine d'autres mondes. Fait que faut être fort, faut avoir confiance. Donc, c'est bon d'aller chercher vraiment de l'information, des recommandations, mais pour soi-même, là, pas nécessairement pour mon proche. Puis en faisant ça, on va être un meilleur modèle pour notre proche, puis ça va aider notre proche indirectement. Puis c'est moins menaçant. C'est pas comme je m'en vais parler à la nutritionniste de comment tu manges. Non, non, j'y vais pour moi. C'est ça, pour moi. Pour aller chercher mes outils, moi. Ouais. Marie-Jean, comment les proches d'une personne qui souffre d'un trouble alimentaire, souvent, ils ont à gérer un plan alimentaire, surtout quand la personne est plus jeune. Ils vont se faire donner un plan alimentaire par l'hôpital ou le suivi en externe. Puis c'est souvent les proches qui doivent accompagner ou superviser ce plan-là. C'est quoi tes conseils pour les proches par rapport à suivre cette approche-là? Il y a des approches, surtout avec justement des patients plus jeunes, là, des personnes qui ont des troubles alimentaires plus jeunes qui vivent, par exemple, avec leurs parents. Oui. C'est plus les conditions dans lesquelles on va voir ça. Ou est-ce que, justement, au lieu d'hospitaliser, d'avoir la personne hospitalisée ou pour toutes sortes de raisons, on va préférer la garder dans son milieu familial. Ou, par exemple, quand les gens sont hospitalisés et qu'ils ont un congé, qu'ils vont à la maison. Fait que là, comment on gère l'heure des repas? Là, il faut comprendre que quelqu'un qui est hospitalisé ou qui a besoin d'être hospitalisé, c'est pas la même situation que quelqu'un qui va bien et qui fonctionne dans son milieu. Il faut faire la distinction à ça. Qu'est-ce qui se passe à l'hôpital? On ne veut pas reproduire ça à la maison. À la maison, c'est supposé être un milieu de vie. À l'hôpital, c'est un milieu médical. Fait que c'est deux choses différentes. Ça, c'est important. En général, quand la personne est assez bien pour aller à la maison,
ben on a une étape de fait. Là. Fait qu'on on veut pas, tu sais, parce que... Tu reproduis pas, on j'ai reproduit déjà, pas. ouais, Oui, j'ai déjà c'est travaillé à l'hôpital où est-ce que, tu sais, des fois, il y avait des parents, ils reproduisaient le même plateau qu'on fait à l'hôpital, ils servaient ça, ils faisaient les mêmes conditions. Non, si je voulais que la personne soit à l'hôpital, On je la la garderait garderais à là. l'hôpital. Donc, quand je l'envoie à la maison, c'est parce qu'elle doit aussi apprendre à vivre dans les conditions des conditions de vie plus normales, comme on voit à la maison, dans un entourage familial et autres. Donc, on ne veut pas reproduire. Par contre, bien, c'est ça, c'est important d'essayer de respecter s'il y a des recommandations qui ont été faites. On a certains objectifs nutritionnels à atteindre pendant ce congé-là ou pendant cette période-là. C'est important d'essayer de le respecter. Mais c'est important de faire la distinction. Un parent, Oui. un proche, ce n'est pas un intervenant. Un intervenant, ce n'est pas un parent et ce n'est pas un proche. Les deux rôles ne sont pas interchangeables. Puis on ne peut pas être un parent et un intervenant, on ne peut pas être un intervenant et un parent. Moi, quand j'interviens comme nutritionniste auprès de patients, je n'ai pas d'attachement affectif avec ces personnes-là. Donc, ça me permet d'avoir un jugement clinique plus logique, factuel, d'avoir une approche, une interaction avec eux bienveillante, bienfaisante, thérapeutique, mais c'est différent. Les émotions sont pas au même rôle, niveau. Ouais. Exactement. Je n'ai pas de rôle affectif, je n'ai pas à remplir envers ces personnes-là. Un parent est irremplaçable. Il y a des rôles de parent à jouer ou d'un proche à jouer que l'intervenant ne peut pas jouer. Donc ça, il faut faire la différence. Donc, par rapport au repas, oui, c'est important de remplir les consignes ou suivre les recommandations autant que possible. Mais s'il arrive des situations où est-ce que je dois choisir entre mon rôle de parent ou mon rôle de proche puis le rôle d'intervenant, bien moi, je dirais aux proches, choisissez votre rôle de proche. C'est ça qui est le plus important pour vous. C'est un bon... J'aime ça comme conseil parce que je pense que ça devient très facile de se perdre comme parent dans tout ça. Puis des fois, surtout si la personne est plus jeune, tu as l'impression que tu reviens puis tu es quasiment obligé d'avoir le chapeau d'intervenant. Donc... Mais non. Non. Puis si vous vous sentez pris comme ça, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, parlez-en aux intervenants de votre proche, cherchez de l'aide pour vous parce que vous avez pas à être mis dans cette situation-là. Là. Vous avez besoin d'aide. Si vous vous retrouvez dans une situation où est-ce que vous sentez que vous avez le besoin de jouer le rôle d'intervenant, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. Il faut aller chercher d'autres outils pour vous aider. Marie-Jean, c'est quoi l'approche Maudsley? Mais c'est ça. L'approche Maudsley, c'est une approche qui vient d'un établissement en Grande-Bretagne qui s'appelait l'Institut Maudsley, justement, où est-ce que ça a été développé pour les personnes qui avaient de l'anorexie, des enfants, surtout dans un contexte familial. Fait que souvent, par la suite, là, ça a évolué, on va appeler de la thérapie familiale. Oui, OK. Bon, puis, c'est ça, la thérapie familiale. Au niveau des repas, des fois, quand on parle de ça pour les gens, bien, c'est comme une approche en 3 étapes. Dans la première étape, le proche va contrôler le plan alimentaire un petit peu pour la période de réalimentation. Tantôt, j'ai parlé des besoins et des effets biopsychosociaux que ça peut avoir, mais c'est parce que des fois, il y a des vraiment graves impacts au niveau physique, physiologique, même cognitif. Là. Juste pour vous donner des exemples, au niveau physique, bien, des fois, les gens ils peuvent risquer de tomber en insuffisance cardiaque puis de mourir. Là. Des fois, c'est très grave. Fait que là, on n'a pas le choix d'agir là, dans cette partie-là de la maladie. L'alimentation, c'est carrément comme un médicament. Il faut que je donne, comme je donnerais un médicament qui va permettre de survivre. Fait que c'est dans la partie la plus grave de la maladie. Là. Habituellement, les gens sont hospitalisés, mais là, je sais comme... Bon, avec l'approche Maudsley, où, tu sais, dernièrement, ça a été difficile là, depuis la pandémie, tout ça. Il y a des diminutions des services, puis des fois, ils sont obligés de pallier. Puis, mais c'est des situations plutôt inhabituelles. Puis c'est plus avec les jeunes, hein? Oui, c'est ça. Parce que normalement, cette approche-là, à la base, c'était des parents avec des enfants. Puis c'est des enfants. C'était pas des jeunes adultes, c'était des enfants ados, mais... C'était déjà du temps là, où est-ce que le parent était déjà, tu sais, c'est déjà le parent à la maison qui était responsable de l'alimentation. Exactement. Des repas. Fait que ça ne s'applique pas à tout le monde. Puis, fait que là, physiquement, au niveau cognitif, là, tu sais, il faut savoir, j'ai fait un stage où est-ce que j'avais un homme qui était, il était admis parce qu'il avait une démence. On pensait qu'il avait une maladie Alzheimer, un stade très, très avancé.
Puis après 2 semaines de réadaptation, ben, il est retourné chez lui à la maison, il était parfaitement fonctionnel, mais le monsieur était veuf depuis 3 mois, puis ça faisait 3 mois qu'il mangeait que de la soupe en conserve. Oh, Fait que ça l'avait vraiment diminué ses fonctions cognitives au point que c'était comme s'il y avait un stade avancé de la maladie d'Alzheimer. Mais pourquoi je dis ça? fou. C'est important de réaliser que ça n'a pas juste des effets physiques, non, ça a un impact. mais ça. avec les gens qui ont des troubles alimentaires, ben, des fois aussi, ça affecte comment ils pensent. Ah, c'est sûr, ça comment peut changer qu'ils- énormément la personne. Fait que, tu sais, de la discuter à résoudre des problèmes, mais fait que, puis comme ils viennent vraiment pris dans leur trouble, ils sont, tu sais, j'ai dit un des effets de la restriction alimentaire, c'est d'être préoccupé par le poids, de s'inquiéter, d'être obsessif compulsif. Fait que faut comprendre aussi comme proche, comme quand mon proche est dans ce stade-là de la maladie, il est très, très malade, là. Fait que c'est pas le temps d'essayer de leur expliquer des choses, non, de tu leur n'auras pas de une négocier. conversation Ils avec quelqu'un comprennent pas. qui est Puis pleinement... c'est pas parce qu'ils veulent conscient. pas, ils font pas ça pour être fatigants ou pour nous tenir tête. C'est carrément, c'est pas Ils sont possible. pas là en ce moment. Non. Exactement. Fait que, donc, la première étape, là, où est-ce que le parent il a le contrôle, c'est vraiment dans ces situations-là. La deuxième étape de l'approche Maudsley, c'est que là, on va redonner le contrôle à la personne qui a un trouble alimentaire graduellement pour que ça devienne plus normal. Puis la troisième étape, c'est vraiment là où est-ce que la personne elle va travailler sur son identité. Parce que là, comme on l'expliquait tantôt, le trouble alimentaire, c'est un symptôme là, qui reflète toutes sortes de choses qui se passent sous-jacentes Oui. au niveau biopsychosocial. Donc, la troisième étape, là, ça va être vraiment d'aller corriger ces situations-là ou ces faits-là qui ont mené au trouble alimentaire. Fait que c'est ça un petit peu l'approche. Mais souvent, quand les gens y en entendent parler en termes de nutrition, c'est dans la première partie là, où est-ce qu'il faut qu'ils contrôlent. Mais je dirais, tu sais, c'est vraiment important. Là, si les gens vont faire ça, ça demande un engagement très important. Il faut que la personne, le proche aussi qui fait ça, lui-même, il n'y ait aucune préoccupation ou de risque de trouble alimentaire lui-même. Parce que ça peut le replonger, parce que c'est très exigeant, puis tu ne peux pas déroger au plan parce que tu es comme c'est un plan de traitement. Là, la personne, puis comme tu l'as mentionné souvent, c'est que là, on est dans une situation critique. Sinon, c'est pas l'approche qui est privilégiée. En parlant d'approche, est-ce qu'il y a des approches différentes que tu suggères selon le type de trouble alimentaire dont la personne souffre? Est-ce que le proche, j'adopte la même attitude par rapport à quelqu'un qui souffre d'hyperphagie que quelqu'un qui est anorexique ou quelqu'un qui souffre d'anorexie ou quelqu'un qui souffre de boulimie? Bien, curieusement, les gens ils seraient portés à dire non, mais oui. Dans les faits, pour moi, oui, parce que la pierre angulaire de tout ça, c'est toujours, qu'est-ce qu'on parlait tantôt, notre fameux cycle, la restriction-compulsion, qui fonctionne pour tout le monde. On vous l'a mentionné, là, ça fait longtemps que je travaille avec la NIB. Puis je vois toujours, quand je vais dans des groupes fermés avec des gens qui ont des troubles alimentaires, là, souvent, ils ont l'impression, des anorexiques, des hyperphagiques, des boulimiques, c'est complètement différent. Puis là, quand on en parle ensemble, ils se rendent compte, non, et je vis intérieurement, c'est exactement la même chose. Les personnes qui souffrent de troubles, ils ont toutes une souffrance. Oui, puis ils ont tous ce cercle-là dont on parle depuis le début là, de restriction-compulsion. Fait que ça, c'est caractéristique. Fait que ça, c'est le point qui rallie tout le monde. Puis pour les proches, c'est ça sur quoi ils doivent s'appuyer. Toujours aider leurs proches à sortir de la restriction, à identifier c'est quoi leur restriction, puis à les défaire graduellement. Puis aussi, quand il y a des compulsions, quelles qu'elles soient, de ne pas se culpabiliser avec ça, mais plutôt d'essayer d'identifier, ah oui, mais c'est quoi la restriction qui a mené à ça? Okay. Puis de s'encourager. Tu sais, des fois, les gens ils disent, ah oui, mais là, je veux pas, au niveau alimentaire, mettons, c'est la compulsion alimentaire, je veux pas trop manger, mais... Tu sais, moi, je veux être plus à l'écoute de mes signaux et de faim et de satiété. Mais en fait, c'est une très bonne chose. Si vous avez une compulsion, ça prouve que vous avez encore des signaux de faim et de satiété. Votre corps, il n'est pas mort. Il essaie encore de se rééquilibrer. Donc, soyez contents, dites-vous. Tout ça, c'est ça. Oui. OK. C'est fun de recadrer. Comme ça peut enlever toute la culpabilité aussi puis d'aller voir derrière. Mesdames, on approche de la fin. Ça passe toujours trop vite. Avec quel conseil vous voudriez, le dernier mot, les mots de sagesse pour la fin? Le mot de la fin. Moi, j'irais sur la lancée restriction, compulsion. J'allais dire. Je pense que c'est ce que je retiens vraiment là, de notre échange, Marie-Jean. Puis j'avais pas réalisé, on en apprend toujours là, après, à quel point même
dans le fond, c'est vrai, comment tu l'as expliqué, même pour quelqu'un qui souffre d'anorexie, il va en avoir des compulsions, mais elles vont être ailleurs. Fait que c'est toujours il y a un équilibre, puis l'équilibre n'est pas juste au niveau physique. Ça, c'est c'est ce que moi, je retiens de ce que tu nous as expliqué. Beaucoup de bienveillance. Oui, oui, ça demeure. Puis on Oui. le ressent. Hein? À chaque invité, peu importe le champ de spécialité, c'est tout le temps on parle au jeu, on déculpabilise, on ne juge pas la personne, on va s'informer, que ça soit aussi dans le cas de la nutrition, aller voir une nutritionniste pour nous, revoir nous, nos comportements, puis c'est ça, pour être indulgent vers nous, puis aussi, en même temps, ça nous prend conscience par rapport à peut-être l'image qu'on projette. Quand je dis image par rapport à qu'est-ce qu'on mange ou des comportements par rapport à notre proche qui souffre. Alors, je pense qu'on a bien résumé. Marie-Jean Cournoyer, merci d'être venue partager. C'était très instructif et en même temps, moi, ça me fait du bien. Ça a recadré des choses. Josée, merci. Tu m'accompagnes tout le temps. Puis on a tout le temps toutes tes connaissances et ta sagesse à notre disposition pour le balado. Et merci à vous. On le dit, mais à chaque fois que vous écoutez le balado, que vous venez chercher des renseignements, vous aidez vous aussi. Et puis, par la bande, ça aide votre proche. Alors, vous avez fait ce pas-là. On vous salue et on vous dit à bientôt. Le but de ce balado est d'apporter de l'aide et de l'information aux proches d'une personne qui souffre d'un trouble alimentaire. Vous n'êtes pas seul et vous n'avez pas à souffrir en silence. Pour de l'aide additionnelle, ANEB offre une ligne d'écoute, du service de clavardage, de texto, ainsi que des groupes qui sont spécifiquement conçus pour les proches. Pour plus d'informations, visitez anebquebec.com. Ce balado a été produit et réalisé par Sophia Zito Productions.